Bonjour à toutes et à tous et à cette nouvelle vidéo qu'on m'a demandé et que je suis heureux de faire pour vous toutes et tous, sur l'idéalisme. Le titre de cette vidéo est le suivant: l'idéalisme et l'idéalisme allemand, une introduction. Vous comprenez bien que je ne peux pas traiter dans les limites d'une vidéo l'entièreté de l'idéalisme. Et surtout que l'idéalisme sur lequel nous nous concentrerons, ce sera l'idéalisme allemand. Et l'idéalisme allemand, il y a beaucoup de philosophes, donc c'est une matière, c'est un sujet immense. Je présenterai quelques philosophes majeurs de l'idéalisme dans d'autres vidéos, parce que la matière est très très vaste. Et donc, avec cette vidéo, j'essayerai de vous donner une présentation essentielle, conceptuelle, de qu'est-ce que l'idéalisme, et notamment l'idéalisme allemand. Donc, nous sommes ici dans les limites d'une introduction. Alors, pour commencer, idéalisme. L'idéalisme est un terme qui est formé à partir de l'idéal, du terme idéal, qui vient du latin idealis. Idealis, donc de idea. Idea, donc idée en français, et du grec idea aussi, qui veut dire forme. Forme, idée. L'idéal est quelque chose, un objectif à atteindre. C'est-à-dire une norme ou un principe dont on s'efforce de s'inspirer, dont on tente de s'inspirer. En philosophie, idéal veut dire qu'il n'existe que dans la pensée un tant qu'idée, ou alors aussi l'accomplissement impeccable et parfait d'un type de réalité, par exemple une société idéale. Mais l'acception qui nous intéresse d'idéal et qui forme le terme idéalisme est l'acception du fait que la relation avec la pensée. Donc, l'idéalisme concerne déjà, et donc comme en philosophie en général, la relation entre la pensée et le réel. Dans l'essence ordinaire, l'idéalisme, c'est quelque chose qui n'accorde pas beaucoup d'importance à la réalité, à ce qui existe réellement, et donc qui peut confondre aussi l'imaginaire et le réel. En philosophie, qu'est-ce que l'idéalisme? C'est ce qui caractérise toute doctrine qui, d'une manière ou d'une autre, donne un rôle prééminent, absolument fondamental aux idées. C'est pour ça que idéalisme. Au niveau de la métaphysique, donc de la philosophie métaphysique, c'est-à-dire transcendante, ta physica en grec veut dire métaphysique, outre les choses physiques, donc les choses non physiques, donc les choses invisibles, donner un statut d'être aux idées, un statut ontologique aux idées. Et puis, sur les plans esthétiques, le terme idéalisme concerne une conception de l'art, dans la philosophie de l'art, qui assigne à l'art le rôle de représenter artistiquement, donc esthétiquement, une réalité idéale. Alors, ceci étant dit, donc reprenons un peu la définition générale d'idéalisme, qui donc désigne de façon générale la philosophie ou la tendance philosophique qui ramène toute existence à la pensée, soit dans la réalité, soit dans la connaissance. L'idéalisme peut s'appliquer à des doctrines très différentes. Quelle est l'origine? Comme je disais tout à l'heure, on va l'approfondir, l'origine étymologique. Et idea en grec, traduit en français par idée, qui vient du terme grec à l'infinitif idein, idein. La racine id en grec veut dire voir, id. Voir, c'est idée, idea en grec, en latin on dit idea aussi, en italien vous avez exactement le même terme, idea en français c'est idée. Idea en grec veut dire littéralement ce qu'on voit. Donc qu'est-ce que l'idée?
l'idée est une forme visible devant nos yeux. Les grands philosophes Platon, parce que donc l'idéalisme, le fameux idéalisme platonicien, les grands philosophes Platon a employé ces termes d'idées pour désigner des formes abstraites, c'est-à-dire des formes abstraites qui habitent les mondes transcendants. Et les mondes transcendants et les mondes métaphysiques, c'est-à-dire qui est au-delà de choses physiques, sensibles. Donc il est au-delà de ce monde matériel qui est le monde sensible, perçu par nos sens. Il y a un monde supérieur pour Platon qui est appelé monde suprasensible et donc métaphysique qui s'oppose au monde physique. Et ce monde physique, le monde sensible, dérive du monde suprasensible, qui est le monde des idées pour Platon. Les modèles, les formes pures, qui sont à l'origine, qui ont causé le monde du multiple, c'est-à-dire le monde sensible qui est le devenir des étangs particuliers, de ce qui est du réel, qui est assujetti au devenir. Et donc ce monde, pour Platon, est une copie des idées, ou des formes, ou des modèles. Donc l'idéalisme platonicien. Donc l'idée pour Platon n'est pas l'idée ou les idées comme nous les entendons, nous, les modernes, aujourd'hui. Les idées, j'ai une idée. J'ai l'idée d'aller acheter quelque chose. J'ai l'idée de faire ceci. J'ai l'idée de faire cela. C'est pas ça. Les concepts d'idées, donc l'idéalisme qui démarre avec Platon, c'est que ce qu'on voit, que nous voyons des formes visibles dans les mondes sensibles, mais c'est si nous voyons ces formes visibles dans les mondes sensibles, c'est parce qu'il y a des formes invisibles dans les mondes suprasensibles qui est supérieur, qui a donné, d'où le monde sensible dérive. Le monde sensible dérive du monde suprasensible, là où il y a les idées, avec le I majuscule, qui sont donc des modèles éternels de tout ce qui existe dans les multiples, ici, dans les mondes sensibles. Donc, l'idée platonicienne, attention à ne pas interpréter cet idéalisme platonicien ou les concepts d'idées platoniciennes avec nos catégories modernes. Donc l'idéalisme donne un rôle prééminent aux idées, je répète, comme doctrine philosophique qui considère que tout ce qui existe est le produit des idées, c'est-à-dire de la pensée. L'idéalisme en général aussi, j'ouvre aussi cette autre, parce que le concept d'idéalisme, la définition d'idéalisme est multiple et complexe en philosophie, parce que l'idéalisme indique aussi que rien n'existerait de manière certaine indépendamment de nos représentations. C'est-à-dire que ce qui existe est ce dont l'esprit prend connaissance. Plus en général, quel est le rôle de l'idée? Le rôle de l'idée, c'est que, à travers l'idée, la pensée de l'homme se rapporte au réel. N'oublions pas que le grec avait défini l'idée comme la forme, ce qui est vu. La possibilité de se représenter le réel passe par l'idée. Or, les discours sur l'idéalisme est très complexe. Donc nous sommes dans le cadre d'une introduction et donc j'essaie de vous donner déjà base que nous allons voir qu'il y a plusieurs types d'idéalisme. Il y a une phrase de Flaubert dit « Les appétits matériels les plus furieux se formulent inconsciemment par des élans d'idéalisme. » Flaubert, dans la littérature, on trouve l'idéalisme aussi. Alors, dans l'idéalisme, nous trouvons une opposition entre... l'idéalisme s'oppose au matérialisme. Vous comprenez bien? Parce que dans l'idéalisme, nous avons l'idée, et en face de l'idée, il y a la matière, donc le matérialisme. Et puis, il s'oppose aussi au réalisme, l'idéalisme. Pour la langue courante, nous voyons que le réalisme consisterait à voir les choses comme elles sont, l'idéalisme à voir les choses comme pourraient être et aspirer à leur amélioration, le matérialisme
est celui qui se préoccupe de biens dits matériels et en rechercher la jouissance ou la possession, etc. L'essence vraiment philosophique de ces trois termes, donc idéalisme, matérialisme, réalisme, l'essence philosophique a très peu à voir ou rien à voir, pratiquement rien à voir avec ces acceptions de la langue courante, du sens commun. On a déjà donné une définition d'idéalisme. Voyons donc les grandes différences, les plusieurs types d'idéalisme. Ce terme idéalisme, qui apparaît au XVIIe siècle par opposition donc, comme je disais, au matérialisme, est un terme polémique qui assume donc une multitude de sens. Nous avons par exemple l'idéalisme, ce qu'on appelle l'idéalisme transcendantal. C'est la doctrine de Kant, Immanuel Kant, le fondateur de la philosophie critique, et c'est important parce que bien que Kant, on le reverra dans une autre vidéo, Immanuel Kant, ou Kant, dit en allemand, ne se définisse pas comme un idéaliste, lui-même utilise le terme idéalisme transcendantal. Que veut dire idéalisme transcendantal pour Kant? Veut dire l'étude critique, la critique, l'examen critique, dans le sens grec du terme, donc examen, l'analyse des conditions d'usage légitime de la raison. C'est-à-dire que idéalisme transcendantal veut dire examen des conditions de possibilité de la connaissance de la raison humaine. L'examen des conditions, la critique, c'est l'examen des conditions sous lesquelles s'exerce convenablement, c'est-à-dire de manière conforme aux lois de la pensée, et en faisant attention à ne pas dépasser le champ du connaissable. Donc, l'idéalisme critique est une philosophie transcendantale parce que dans la critique de la raison pure, il y a la théorie de la connaissance kantienne. Kant fixe, fixe quelles sont les conditions de possibilité de la connaissance de l'esprit humain. Idéalisme, donc, a priori. Donc, l'idéalisme transcendantal kantien. Nous avons aussi un idéalisme subjectif. Si vous prenez Fichte, qui prône un idéalisme subjectif, c'est-à-dire un idéalisme qui pose, qui affirme la puissance du moi face au non-moi. Donc je vous donne quelques points. Bien évidemment, je ne peux pas développer tout Fichte. Cette opposition du moi et du non-moi. C'est-à-dire que la conscience, pour se définir, le moi se définit face à sa négation. Donc la négation du moi, le non-moi, renvoie à la conscience, que nous avons une conscience. Encore plus complexe, l'idéalisme absolu Hegel exige de l'idée qu'elle rende réellement compte de la réalité. Donc cette correspondance entre l'idée, la pensée et la réalité. On peut parler aussi d'idéalisme moral, un idéalisme moral qui affirme que les idées donnent à l'homme un pouvoir de transformer les mondes. On a vu avec Platon cet idéalisme qui s'oriente vers l'intelligible, le monde intelligible et en opposition au monde sensible. Je passe maintenant à dire quelques mots sur l'idéalisme allemand que nous approfondirons avec les auteurs, au moins les plus importants dans d'autres philosophes, d'autres vidéos. Rapidement, l'idéalisme allemand qui se développe dans un contexte historique particulier, une période historique particulière, où viennent se heurter l'héritage des Lumières, de la Révolution française, de l'héritage de Napoléon, du règne de Napoléon, de guerres de coalition, l'occupation française et les guerres de libération, etc., jusqu'au congrès de Vienne. Ça, c'est un peu un cadre historique rapide pour vous essayer de vous situer
ce qu'on appelle ces courants philosophiques absolument central et portant de l'idéalisme, après Platon, finalement après Descartes, si on parle d'un certain idéalisme de Descartes que nous retrouvons, donc la théorie des idées de Descartes dans la méditation métaphysique. Pour cela, je vous renvoie à ma vidéo sur Descartes. Mais l'idéalisme allemand est une partie, une portion immense, énorme, qui caractérise donc cette doctrine philosophique, en général de l'idéalisme. L'idéalisme allemand qui a ses spécificités et ses différences parmi ceux qui ont développé donc cette philosophie de l'idéalisme. On peut dire que la Révolution française, déjà dans le contexte historique, semble au début concrétiser les idéaux des Lumières, les idéaux de raison, de liberté, de justice et de fraternité qui enthousiasment les Allemands. Kant, par exemple, était un admirateur, et pas que lui, Hegel aussi, de la Révolution française, et de Napoléon après. Mais l'avènement de la terreur robespierrienne, a quelque part modifié profondément les buts de la Révolution. Il y a un écrit sur la Révolution d'Hannah Arendt aussi, selon laquelle, et pas que pour elle, la Révolution française, à cause de la terreur et de l'abstraction de ses principes, aurait raté sa mission historique et philosophique. L'idéalisme allemand est la continuation de particulière vision de l'homme qui est spécifique au monde allemand, surtout au monde germanique. On parle donc de l'idéalisme justement allemand, spécifique au monde germanique, c'est-à-dire qu'il y a un soubassement, un arrière-fond religieux. Sur cela, on pourrait reprendre aussi peut-être certains aspects de la pensée de Luther. Cette idée de la distance par rapport à Dieu, et qu'aucun salut ne peut venir de l'homme lui-même, d'ici-bas ou de la raison. La distance, le fossé, l'abîme qui existe entre l'homme et Dieu ne peut pas être comblé par Dieu. Donc, c'est-à-dire, ça c'est Luther. Donc, c'est-à-dire que c'est seulement suite à une intervention divine que l'homme peut être sauvé. Donc, c'est-à-dire que derrière la philosophie, il y a de l'idéalisme allemand, il y a un soubassement, il y a un arrière-plan d'une vision, d'une Weltanschauung, d'une vision du monde, d'une conception du monde qui a un humus en latin, un terrain religieux. Ensuite, comme élément qui caractérise l'idéalisme allemand, on trouve la littérature, par exemple, qui s'épanouit à l'époque du classicisme de Weimar, le romantisme aussi. L'annonciateur du romantisme allemand, ce fut Kant, déjà dans la philosophie de Kant, et notamment dans la critique de la faculté de juger. La réforme de l'éducation de Wilhelm von Humboldt et la fondation de l'université de Berlin, par exemple. Les réformes qui se font en Allemagne, les réformes politiques de Stein et de Hardenberg, qui introduisent par exemple l'émancipation des paysans en 1807, et puis la Prusse, qui font tout ça, toutes ces innovations qui font de la Prusse un État moderne. Et vous savez que l'unification de la nation allemande, du peuple allemand, de l'État allemand, se fera autour de la Prusse, qui était l'État plus moderne de l'Allemagne. Et comme en Italie, l'unification en 1861 de l'Italie se fera autour de la région du Piémont. Mais dans le sillage de l'héritage de la Révolution, le discours à la nation allemande du philosophe Fichte, 1808, qui favorise et incite à la conscience nationale allemande. Donc, pourquoi tout ça? Non pas pour faire un cours d'histoire, mais déjà pour poser les bases, essayer de comprendre qu'est-ce qui caractérise en arrière, derrière le phénomène intellectuel et philosophique de l'idéalisme allemand.
Tout ça contribue à la formation de l'idéalisme allemand, et la pensée allemande mettra l'accent, c'est un élément romantique, non pas rationaliste, mais romantique, ce sentiment de la finitude de l'homme, la conscience malheureuse de l'homme et de l'existence, déchirée par les événements historiques, par la violence de l'histoire ou de la vie. Et donc tous ces éléments, nous les retrouverons tout au long du 19e et du 20e siècle. Je voudrais donc terminer cette vidéo en disant, en rappelant juste quelques philosophes dont j'en choisirai quelques-uns pour les prochaines vidéos, caractérisant, donc philosophes caractérisant l'idéalisme allemand. Donc déjà Emmanuel Kant, qui ne se définissait pas idéaliste, mais lui-même il parle d'idéalisme, comme je dis tout à l'heure, d'idéalisme transcendantal, et qui annonce quant aussi le romantisme qui influence l'idéalisme allemand. Nous avons Friedrich Wilhelm Joseph Schelling comme un autre immense philosophe de cet idéalisme allemand. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, donc un géant, colosse de la philosophie après Hegel, Kant. Nous avons donc Hegel. Et puis, il y en a d'autres qui sont très intéressants, comme Johann Georg Hamann, Friedrich Heinrich Jacobi, qui est très intéressant, Johann Gottfried Herder, et donc un idéalisme allemand qui se penche sur la réflexion philosophique de sujets comme l'humanité, la conscience, le langage, l'histoire. Mais ce sont des penseurs, ces derniers, Hamann, Jacobi et Herder, donc qui réagissent critiquement contre certaines prises de position philosophiques et historiques sur la raison et le langage. Moi, je termine cette petite introduction très synthétique sur l'idéalisme allemand, qui est un phénomène extrêmement complexe. Le but, c'est cette vidéo de ne pas faire un cours universitaire, mais de vous donner au moins quelques points de base pour pouvoir comprendre qu'est-ce que l'idéalisme. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker. Si vous voulez proposer d'autres sujets philosophiques, vous êtes le bienvenu. Merci et à la prochaine.